Je crois que ce qui a changé, bien évidemment, c'est l'ensemble du vent de révolte qui a balayé le monde arabe. Je ne vais pas revenir individuellement sur chacun des cas, mais on sait tous les pays qui ont été affectés donc, par ces révolutions. Ce qui a changé aussi, c'est l'effet déstabilisant des crises irakiennes et syriennes, qui au passage doivent être interprétées et analysées comme un tout. C'est-à-dire que la crise syrienne a un impact sur la crise irakienne et vice-versa. Ce qui a changé, ce sont les nouveaux rapports de force au sein du monde arabe qui ont émergé, notamment la mise à l'écart de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak, qui étaient traditionnellement les cœurs, disons, du pouvoir et du pouvoir d'attraction arabe, au profit plutôt des pétromonarchies du Golfe, avec toute la frustration que cela peut générer au sein de la population arabe, et en même temps tout l'espace de manœuvre que ça peut créer aux États et aux acteurs régionaux non arabes que sont par exemple la Turquie et l'Iran. Ce qui a changé aussi, ce sont les extensions des zones de non-droit. Tout le monde voit bien ce qui se passe dans l'arc sahélo-sahérien, au sud de Libye, au sud de l'Égypte, mais on parle moins de la péninsule du Sinaï, qui est réellement devenue une zone de non-droit au point que les Égyptiens, les Jordaniens, les Israéliens parlent de somalisation de la péninsule du Sinaï, de même que le plateau du Golan qui devient une zone de non-droit, et bien entendu un certain nombre d'endroits en Syrie qui sont devenus des zones grises propices à tous les trafics et terreau-favorables pour l'émergence du terrorisme. Ce qui a changé aussi, ce sont bien sûr les nouveaux enjeux gaziers en Méditerranée qu'on a tendance à laisser de côté et qui sont importants parce qu'en même temps, ils créent donc de nouvelles attentes, mais en même temps de nouvelles ambitions où ils suscitent de nouvelles convoitises, notamment tous ces gisements gaziers qui ont été découverts au sud, offshore bien sûr, au sud de Chypre, et qui attisent les convoitises de la Turquie, de la Syrie, du Liban, d'Israël, de Chypre, de l'Égypte et de l'autorité palestinienne. Le fait également que on assiste à de nouveaux transferts énergétiques en direction de la Méditerranée, notamment par tous les flux énergétiques, enfin les flux d'hydrocarbures qui partent d'Irak maintenant et qui sont rapatriés en Occident directement via la Turquie et la Méditerranée. Le fait que la Turquie se voit comme un hub de distribution énergétique dans les 5-10 ans qui viennent pour exporter en Méditerranée et vers l'Europe tout le pétrole et le gaz produit du Caucase, de la Caspienne, d'Asie centrale, pourquoi pas demain d'Iran, si on assiste à une normalisation avec l'Iran. Et enfin, l'approche américaine, qui est beaucoup plus prudente et pragmatique en Méditerranée, s'appuyant beaucoup plus sur l'Europe et sur la Turquie qu'elle ne le faisait auparavant. Donc, et on l'a bien vu notamment, bien sûr, dans les crises libyennes, syriennes et maliennes, avec le concept du leading from behind, dont l'administration Obama a popularisé le discours. Dans cette nouvelle équation stratégique, on a également un certain nombre d'inconnus, dont dépendra bien entendu l'évolution des relations internationales dans un sens ou dans l'autre. Je vois 4 grands types d'inconnus. Le premier, c'est évidemment l'évolution de la situation en Égypte et en Tunisie. Égypte parce que c'est le pays phare du monde arabe et en même temps c'est le pays le plus peuplé. Disons pour faire simple, de nombreux Arabes ont l'œil rivé sur le Caire pour savoir dans quel sens va tourner l'expérience révolutionnaire égyptienne. Et bien entendu, ça aura un impact considérable dans un sens ou dans l'autre pour l'évolution de ce mouvement. La Tunisie, parce que c'est un laboratoire de l'expérience démocratique, c'est-à-dire que si l'expérience démocratique réussit en Tunisie, ça veut dire qu'elle peut éventuellement réussir dans d'autres pays arabes. Par contre, si elle échoue en Tunisie, il y a peu de chances qu'elle puisse réussir dans un autre pays arabe, alors même qu'en Tunisie, on a un maximum d'éléments positifs pour que l'expérience réussisse. Deuxième série de facteurs d'inconnus, évidemment, c'est l'évolution de la guerre en Syrie et de son impact sur la crise libanaise.
Et là encore, évidemment, on ne peut pas dire avec certitude ça va aller dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui est certain, c'est que de l'avenir de la guerre civile syrienne et du maintien de la stabilité ou non de la situation au Liban dépendront quand même la sécurité et la stabilité au Machrek et au-delà, voire même au Maghreb ou en tout cas en Méditerranée centrale. Troisième série évidemment d'inconnus, c'est le basculement éventuel de nouveaux États arabes dans le processus révolutionnaire. Et là, j'en vois trois qui sont particulièrement visés. C'est la Jordanie, c'est l'autorité palestinienne et c'est l'Algérie, bien évidemment. Et enfin, dernier inconnu, ce sont les suites de l'élection présidentielle en Iran, parce que l'élection de M. Hassan Rouhani donc, laisse quand même entrevoir des perspectives très intéressantes. On sait qu'actuellement, un processus, au moins des négociations visant à un processus de normalisation entre l'Iran et les États-Unis est en cours. Donc ce processus, bien entendu, n'est pas acquis parce que de nombreuses difficultés subsistent. Si ce processus continuait, il déboucherait probablement sur un grand marchandage où tous les dossiers seraient mis sur la table, y compris le dossier nucléaire, bien évidemment. Mais évidemment, une normalisation éventuelle, si elle survenait entre les États-Unis et l'Iran, aurait bien sûr un impact considérable sur l'équation stratégique dans toute la région. Elle permettrait notamment probablement de résoudre ou d'aider à résoudre un certain nombre de crises en Irak, en Syrie, au Liban et ailleurs, bien évidemment. Et le produit donc, de ces changements et de ces inconnus donc, donne lieu à un certain nombre de conséquences. La première, c'est qu'on va vers une lecture beaucoup plus sécuritaire probablement de ce qu'est la Méditerranée, c'est-à-dire que la Méditerranée risque d'être perçue au moins à court et moyen terme beaucoup plus comme une zone de transit et un axe de communication beaucoup plus, donc en fait beaucoup plus comme un axe que comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de méfiance qui ont cru ces dernières années entre les deux rives de la Méditerranée. Donc une vision beaucoup plus sécuritaire de la Méditerranée. Et ce qu'on peut voir, c'est que clairement, par exemple, l'administration américaine et les élites américaines se positionnent dans cette logique-là beaucoup plus en soutien d'emblée à la mouvance des frères musulmans pour éviter d'avoir les salafistes à terme. Et enfin, en dernier lieu, je dirais que probablement l'une des conséquences les plus évidentes de cette nouvelle équation stratégique, c'est le déplacement des frontières ou des limites de cet espace géostratégique beaucoup plus vers le sud et vers l'est. Beaucoup plus vers le sud au niveau de l'arc sahélo-saharien, et là la crise au Mali et au Niger le montre tous les jours, et en même temps beaucoup plus à l'est jusqu'aux eaux du Golfe arabo-persique, parce qu'à partir du moment où l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, le Qatar deviennent des acteurs du jeu régional en Méditerranée, bien évidemment, on peut considérer que, pris sur un sens large, cet espace géostratégique et géopolitique méditerranéen donc s'étend finalement par capillarité vers le sud et vers l'est pour créer cette sorte de grande zone, sans aller jusqu'au grand Moyen-Orient dont parlaient certains Américains ou certains penseurs américains, mais en tout cas s'étendre un petit peu pour aller réellement donc jusqu'aux eaux du Golfe et jusqu'à la limite de l'arc sahélo-saharien. Jusqu'à présent, la logique de coopération, notamment au niveau du Maghreb par exemple, était une logique beaucoup plus nord-sud, c'est-à-dire que pendant un siècle et demi, toutes les relations, non seulement politiques mais économiques, intellectuelles, étaient structurées dans le bassin méditerranéen suivant une logique nord-sud, soit suivant une logique coloniale, puis une logique post-coloniale, puis une logique de guerre froide, ou avec alignement soit côté américain, soit côté soviétique, mais toujours dans une logique nord-sud. Et ce dont avait le plus besoin, et ce dont a le plus besoin, je pense, cette région, c'est au contraire de relancer une structure de coopération sud-sud, ou du moins est-ouest. Pourquoi ? Parce que justement, toutes les révolutions et toutes ces évolutions politiques en cours sur la rive sud du bassin méditerranéen pourraient permettre justement de faciliter les agendas économiques à travers une vision politique, disons, plus compatible, et donc permettre à des pays allant du Maroc jusqu'à l'Égypte de coopérer beaucoup plus étroitement entre eux. Et je voudrais rajouter que cette logique de coopération sud-sud, qui je crois est l'un des aspects très positifs, ou sera l'un des aspects très positifs des changements en cours au sein du monde arabe, s'inscrit parfaitement dans la logique
de remodelage des grands axes et des grands flux économiques au niveau mondial, notamment avec l'émergence des BRICS. On assiste actuellement à la mise en place d'un grand axe de communication et d'échange, notamment au niveau économique, qui part du Brésil et qui va jusqu'à la Chine, en passant par l'Inde, par le Moyen-Orient, par l'Afrique du Nord. Et donc les pays, notamment d'Afrique du Nord, sont idéalement placés sur une grande route, un grand axe de communication est-ouest ou sud-sud, encore une fois donc reliant le Brésil à la Chine. Et je pense que si tous les pays d'Afrique du Nord pouvaient par exemple développer et multiplier les partenariats en termes de communication, création de grands axes de communication, autoroutes, voies ferroviaires, etc., ces pays-là y gagneraient énormément. Ce qui ne les empêche pas, bien évidemment, de continuer à coopérer suivant cette logique nord-sud avec les pays européens, avec l'Union européenne, mais j'allais dire, mais en complément donc d'accroître leur champ des possibles pour d'abord faire jouer la concurrence, mais aussi sortir de cette logique totalement parfois inhibante de rapports nord-sud pour justement multiplier les partenariats tous azimuts.